et bienvenue dans La Santé Surtout, l'émission santé qui répond à toutes vos questions avec nos spécialistes. Docteur Catherine Eurodikid, bonjour. Bonjour. Vous êtes neurochirurgien, merci d'être avec nous. Docteur Stéphane Vigne, vous êtes spécialiste en médecine interne et surtout un grand spécialiste du lymphodème. Vous êtes considéré comme l'un des experts mondiaux du lymphodème. Bienvenue. Bonjour Jessica, merci. On retrouve également le docteur Marie Mailly. Bonjour. Bonjour Jessica. Vous êtes ORL, phoniatre, spécialiste de la voix. Et le docteur Éric Farfour. Bonjour Jessica. Bonjour, vous êtes biologiste. Est-ce que vous êtes tous prêts pour répondre aux questions de nos téléspectateurs ? Absolument, tout Grand à fait. plaisir. Alors c'est parti avec un petit quiz bien sûr en fin d'émission. Première question pour vous, docteur Eurodikid. Une question de Elsa, 34 ans de Lille. On m'a parlé de chirurgie éveillée. De quoi s'agit-il exactement ? Quelles pathologies peuvent-elles être opérées de cette façon ? Alors, la chirurgie éveillée est une chirurgie qu'on pratique quand les tumeurs cérébrales, souvent des tumeurs primitives qui s'appellent des gliomes, se localisent dans des zones qu'on dit fonctionnelles. Alors, une zone fonctionnelle, c'est le langage, la motricité, le calcul. Et l'idée est d'opérer ces tumeurs en préservant les fonctions des patients et en maintenant leur qualité de vie, surtout après l'opération. Toutes les pathologies, ou presque, peuvent l'être ? Principalement les tumeurs primitives qui sont les gliomes, mais ça peut s'ouvrir à d'autres tumeurs également, ou des malformations, ou des tumeurs bénignes qui s'appellent par exemple des cavernomes. Autre question maintenant, elle est pour vous, docteur Stéphane Vigne. Karine, 42 ans, Tourcoing, qui vous demande quelle est la différence entre un lymphodème et un lipodème ? Alors c'est vrai que les deux mots se ressemblent, lipodème et lymphodème, mais en pratique c'est très différent. Le lymphodème, c'est une pathologie soit primaire, qui survient chez les jeunes filles essentiellement, soit secondaire après traitement de cancer, et qui touche les membres inférieurs essentiellement après les cancers pelviens, ou bien sûr le membre supérieur après cancer du sein. Le lipodème, par contre, est une maladie différente, qui survient surtout chez les femmes en situation d'obésité, qui touche exclusivement ou quasi exclusivement les membres inférieurs, et qui est bilatérale. Et le critère principal qui différencie les deux, c'est la douleur. Le lipodème est très douloureux, alors que le lymphodème, lui, ne l'est pas. Merci beaucoup pour votre réponse à cette question. Et on accueille maintenant Marie-Marthe qui est avec nous. Bonjour Marie-Marthe. Bonjour. Vous avez posé votre question à l'adresse qui s'affiche d'ailleurs, maquestion@lasantésurtout.com. Et on vous écoute. Vous avez quel âge et vous nous appelez d'où ? J'ai 35 ans et je vous appelle de Metz. Quelle est votre question Marie-Marthe ? Donc, mon fils de 9 ans a la voix rauque. Est-ce que je dois m'inquiéter ? Ah, ça, c'est une question pour vous, docteur Mailly. Je crois. Eh bien, Marie-Marthe, je vous rassure, dans la grande majorité des cas, les enfants qui ont la voix rauque, c'est qu'ils ont des petits nodules sur les cordes vocales. Des nodules, c'est comme des petites indurations, comme des cales qu'on a sur la peau. C'est dû au fait que l'enfant parle beaucoup, il parle fort, souvent, c'est caractéristique, mais c'est le deuxième de la fratrie, qui a une personnalité, qui veut un peu s'imposer, et donc il utilise beaucoup sa voix. Donc je vous rassure parce que dans la majorité des cas, ces nodules, ils ont tendance à régresser à l'adolescence. Chez les enfants qui sont particulièrement gênés, notamment ceux qui chantent ou qui font du théâtre, on peut leur proposer une rééducation orthophonique. Après ces nodules, il y a des causes beaucoup plus rares. Il y a des kystes qui sont congénitaux, ça veut dire que c'est des kystes qui sont là depuis la naissance, qui peuvent aussi évoluer favorablement pendant la puberté. Et puis, il faut quand même consulter parce qu'il y a une cause rare qui s'appelle la papillomatose, les papillomes laryngés. C'est des lésions un peu comme des verrues qui sont dues au papillomavirus, l'HPV, et qui peuvent proliférer. Et c'est des lésions qu'il faut opérer. Donc c'est quand même bien d'aller voir un ORL qui regarde les cordes vocales de votre fils, Marie-Marthe, mais je vous rassure, il va sûrement trouver des nodules. Voilà Marie-Marthe, vous êtes rassurée ? Oui, rassurée. Merci pour Eh bien, cette c'est super. explication. Merci à vous pour votre appel. À bientôt. À bientôt. Vous aussi, bien sûr, vous pouvez nous envoyer vos questions. maquestion@lasantésurtout.com. Une question pour vous, docteur Eurodikid. On va parler du glioblastome qui touche en France chaque année 3500 personnes. 70% d'entre elles ont entre 45 et 70 ans. Et donc, je vous pose la question. J'ai entendu dire que les glioblastomes touchaient surtout des gens de la quarantaine. Est-ce que c'est un cancer ? C'est une question de Nina, 56 ans de Lyon.
Merci pour votre question. Effectivement, le glioblastome est un cancer puisque c'est une tumeur dite maligne, une tumeur primitive du cerveau. Et on le traite comme un cancer puisque c'est des patients qui vont bénéficier d'un protocole de traitement par radiochimiothérapie. L'âge peut varier, il ne touche pas que des gens d'une quarantaine d'années. On peut avoir des glioblastomes à 60 ans, 70 ans, voire plus de 80 ans, comme des patients plus jeunes. Alors c'est plus rare, mais des patients plus jeunes qui peuvent également avoir des glioblastomes. Merci beaucoup. Une autre question maintenant d'Emeric, 52 ans, de Cannes. Mon médecin a refusé de me prescrire des antibiotiques car il me dit qu'il ne faut pas en prendre trop souvent. Pourquoi ? Et pourquoi ne faut-il pas arrêter les antibiotiques avant la fin, docteur Farfour ? C'est une très très bonne question. S'il ne vous a pas prescrit d'antibiotiques, c'est probablement parce que vous n'en aviez pas besoin, parce que la majorité des infections en plein hiver sont dues à des virus et pas à des bactéries. Et les antibiotiques, ça ne marche que sur les bactéries. Alors maintenant, pourquoi ne pas arrêter son traitement avant la fin, même si on se sent mieux ? Pour deux raisons au moins. Vous vous sentez peut-être mieux, mais il peut rester encore des bactéries. Et donc, vous risquez une rechute si vous arrêtez trop tôt. Et puis, sur le plus long terme, vous pouvez sélectionner des bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques. Donc, votre médecin, il vous prescrit le traitement adapté à l'infection, la bonne dose et la bonne durée. Il faut respecter sa prescription. Donc il avait raison. Donc il avait raison, probablement. Merci, docteur Farfour. Une question pour vous, docteur Vigne. Qu'est-ce que l'érésipèle exactement ? J'ai entendu dire qu'une simple mycose ou une piqûre pouvait provoquer cette infection. Alors on reste dans les bactéries encore. Donc l'érésipèle a changé de nom. Maintenant le nom est plus compliqué. Ça s'appelle une dermohypodermite bactérienne non nécrosante. Oh là là. On s'en rappellera jamais de ce nom-là. C'est trop compliqué. On va garder érésipèle. Donc c'est une infection à streptocoque, une bactérie, qui survient donc après ce qu'on appelle une porte d'entrée. Donc c'est une petite plaie sur un pied, sur une piqûre, une blessure septique, donc avec non stérile, et qui fait que la zone va être infectée par cette bactérie qui va faire un érésipèle. Et l'érésipèle se manifeste par une fièvre souvent très élevée, qui arrive brutalement, et qui ensuite va s'accompagner de signes locaux au niveau de la jambe ou du bras, avec une chaleur locale, une douleur, un volume qui va augmenter. Et puis après, la peau, quand elle va guérir, elle va peler, souvent. Et le traitement, c'est antibiothérapie. Là, il faut la prendre pendant 7 jours, comme c'est bien conseillé par les médecins, à la bonne dose, pour pouvoir guérir. On enchaîne avec une question, elle est pour vous, figurez-vous, docteur Mailly. Mon frère a toujours sa voix d'enfant. Est-ce que c'est normal ? C'est Caroline, 24 ans, de Nice, qui nous a envoyé un petit mail. Ah ok, donc il doit s'agir d'un adulte plutôt jeune. Ça arrive, ça s'appelle ce qu'on appelle la mue faussée. Il faut savoir que pendant la puberté, le larynx de l'homme grandit beaucoup et très vite. En quelques mois, souvent, il double de volume. Et c'est pas évident pour les jeunes hommes d'apprendre à jouer de ce nouvel instrument. C'est comme si vous étiez violoniste et que je vous disais maintenant vous jouez de la contrebasse en quelques mois. Vous seriez un peu perdu. Et donc, soit parce que la puberté se fait rapidement, soit parce que le jeune homme a une fragilité, il est stressé pendant cette période. Il va garder sa voix d'enfant sans prendre sa voix d'homme. Vous savez, la voix de poitrine, on appelle ça. Et souvent, ça s'installe comme ça sur plusieurs années. Donc, c'est bien de consulter un ORL. Souvent, on regarde si tout va bien, si les cordes vocales sont normales. Et on apprend au jeune homme à utiliser sa voix de poitrine. Et souvent, en quelques minutes, il a compris que c'était beaucoup plus agréable de parler comme ça, parce qu'en plus, il peut parler plus fort, il y a plus de modulation possible. S'il n'arrive pas à trouver tout seul la voix, on peut l'orienter chez un orthophoniste. C'est souvent le soutien familial qui est important, de dire au jeune homme, maintenant, c'est ta nouvelle voix, on t'encourage à l'utiliser. Une question pour vous, Julien, 36 ans, de Chartres. Ma mère a une tumeur cérébrale, elle doit se faire opérer prochainement et j'aimerais savoir comment se passe la prise en charge. Je suis très inquiet. Quels sont les spécialistes qui vont la suivre, la rencontrer ? Alors, c'est une question complexe puisqu'effectivement tout dépend de la nature de la tumeur cérébrale. On a des tumeurs qui sont bénignes, des tumeurs qui sont, comme on l'a vu tout à l'heure, plus agressives. Dans tous les cas, le parcours commence par la rencontre avec le neurochirurgien qui peut se faire en une fois ou en plusieurs fois selon la nécessité. Et en fonction de la localisation, votre mère sera amenée à rencontrer d'autres spécialistes. D'abord l'anesthésiste, bien sûr, mais également une psychologue, un orthophoniste, une neuropsychologue, une infirmière coordinatrice.
Donc c'est des parcours qui sont bien fléchés maintenant et qui ont pour but de préparer à la fois l'hospitalisation et la période post-opératoire en donnant déjà des consignes sur les suites que vont être les suites de l'hospitalisation et les soins nécessaires après l'opération. Merci, docteur Rodiki. Une question pour vous. Docteur Farfour, pourquoi de vieilles maladies comme la rougeole ou la coqueluche reviennent aujourd'hui? On a connu pendant une période très récente une épidémie de Covid dans laquelle on a tous mis des masques. Et donc ces infections, elles ont disparu c'est des maladies épidémiques transmissibles par voie respiratoire. Donc on n'en a plus trouvé. Il y a aussi, je pense, en même temps que je vous parle, à la méningite à méningocoque, pour laquelle vous avez des campagnes de vaccination en ce moment. Notre auditrice en a entendu parler. Et du coup, on a porté le masque, elles sont disparues. Il y a eu aussi dans certains pays un moindre recours à la vaccination du fait des confinements. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, elles sont revenues. On a eu effectivement une très importante épidémie de coqueluche l'année dernière et on a des recrudescences de rougeole en ce moment. Notre émission touche à sa fin, mais encore une petite question pour vous, docteur Vigne. Vous avez parlé d'érésipèle tout à l'heure. Est-ce que ça nécessite toujours un traitement en urgence? Quels sont les premiers signes? Comment reconnaître un érésipèle dès le début, pour ne pas aller aux urgences notamment? Alors, la première fois que ça arrive, souvent, on ne connaît pas les signes soi-même. Donc, il faut souvent consulter et les urgences sont le premier recours ou le médecin traitant s'il est disponible. Les premiers signes, donc, c'est vraiment une fièvre élevée, comme on l'a dit. C'est des frissons qui peuvent apparaître, qui peuvent être présents. Et puis, sur la jambe ou sur le bras, apparaissant d'une rougeur, d'une plaque qui va s'étendre, qui va devenir douloureuse, qui va devenir chaude, qui va augmenter le volume. Et là, il faut consulter vraiment. Alors, les urgences, c'est une maladie habituellement qui se guérit très bien. Donc, il faut avoir en mémoire que si, par exemple, les patients sont très hypotendus, ont un gros malaise et s'entendent très mal, là, il y a une urgence. Dans la plupart des cas, et heureusement, les tableaux cliniques peuvent être supportés le temps d'arriver aux urgences. Les vraies urgences pour les septiques, si vous voulez, avec une affection sévère, sont quand même très rares dans les érésipèles. Merci. Et une dernière question pour vous, docteur Horodikid. Mon mari a eu rendez-vous cette semaine avec un neurochirurgien pour organiser son opération du rachis et on lui a parlé de la RAC, la R-A-A-C. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors la RAC, c'est la réhabilitation améliorée après chirurgie. La mise en place de RAC ne concerne pas que la neurochirurgie, mais toute forme de chirurgie. Il y a pour but de préparer à la fois l'hospitalisation, mais surtout aussi le post-opératoire. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'anticiper comment ça va se passer, quelles vont être les douleurs éventuelles, quels seront les médicaments à prendre, les soins infirmiers à faire, qu'est-ce que le patient aura le droit ou pas le droit de faire aussi, par exemple la conduite, le sport. Et également de moins appréhender la période d'hospitalisation en lui expliquant comment tout va se dérouler et en rencontrant les différents intervenants avant son intervention. Par exemple, pour le rachis, rencontrer les kinésithérapeutes avant l'intervention permet aussi de préparer le post-opératoire en lui expliquant ce qu'il pourra faire ou pas en rentrant à la maison. Et ça se fait dans quasiment tous les hôpitaux, de plus en plus ? Ça se fait de plus en plus en tout cas. Très bien, bon à savoir. Merci, docteur Horodikid. On parle, et c'est une question pour vous d'ailleurs, docteur Vigne, on parle dans les pathologies veineuses de compression ou de contention. Déjà, c'est quoi le bon terme? Et puis surtout, à quoi ça sert? Alors, les compressions, c'est le nouveau terme, c'est le terme à adopter par rapport à contention. Simplement, puisque dans les chaussettes ou les bas de compression, il y a un fil élastique. Et donc, ce fil comprime. Et donc, il faudra utiliser comme terme le mot compression et non pas contention. C'est difficile de changer de mot, mais c'est la même chose. Dans les pathologies veineuses et lymphatiques, la compression, qui n'est pas toujours très agréable, très facile à porter, est essentielle pour toutes les pathologies veineuses et lymphatiques pour maintenir le volume ou pour stabiliser les lésions. Donc c'est important de comprendre que la pathologie, c'est la pierre angulaire des traitements des pathologies veineuses. Et c'est à mettre jour et nuit, tous les jours? Alors c'est pas la nuit, mais la journée, absolument du matin au soir. Et pour vous, docteur Mailly, y a-t-il des aliments qui aident à préserver notre voix? Alors, stricto sensu, aucun aliment ou boisson n'a d'impact direct sur les cordes vocales, parce que, fort heureusement, lorsque nous déglutissons, tout va dans l'œsophage, sinon on fait une fausse route. Mais si vous voulez préserver vos cordes vocales, vous savez, elles sont tout le temps humides, les cordes vocales. Donc, il faut éviter les aliments, notamment les boissons, qui nous déshydratent. Je pense à l'alcool. Et surtout, il faut éviter les aliments et les boissons qui donnent des remontées acides gastriques, qui peuvent remonter jusque dans la gorge et irriter vos cordes. Donc le chocolat, le thé, le café, tout ce qui est pimenté, souvent la tomate, le fromage, à éviter en petite quantité. Mais c'est vrai que si vous voulez préserver vos cordes, si vous êtes chanteur, il faut plutôt éviter.
Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous poser cette question, même si je sais qu'on vous la pose 1000 fois. Mais le miel, alors? Le miel, c'est très bon. Alors, Ah. si vous avez une angine ou une pharyngite, c'est bien de boire une tisane au miel parce qu'on sait que le miel a des propriétés antiseptiques. Donc vous pouvez boire une tisane chaude, ça vous hydrate et le miel va au niveau de vos amygdales ou votre pharynx, c'est très bien. Mais si vous avez une laryngite, malheureusement, le miel n'aura pas d'impact sur vos cordes. Très bien. Place maintenant au quiz. C'est parti. Et pour ce quiz, un quiz spécial phobie. Voilà, les phobies médicales. Est-ce que vous en connaissez quelques-unes? Donnez pas la réponse, juste. Est-ce que vous savez? Connaissez des noms de phobies comme ça, très, très spéciales, très particulières? Pas beaucoup, non. Ah, bah alors ça va être très sympa de jouer. Alors, première question, comment appelle-t-on la phobie de vomir? Bon, c'est pas très glamour, hein, désolé, avant le repas. Mais, attention la réponse. L'hémétophobie, la lithophobie ou l'érythrophobie? J'espère que je prononce bien. C'est la première. Ouais. Vous êtes sûr? Ouais. N'influencez pas les autres, docteur Mailly. La première. Oui, La oui, première. oui. Ah, ça fait l'unanimité. Oui. C'est une évidence. Eh bien oui, vous avez raison, tout à fait. Autre question, hein, toujours dans les phobies. Comment se nomme la peur de l'insomnie? L'opniaphobie, l'arychophobie ou la dysmophobie? Si vous savez, si vous êtes sûr de votre coup, surtout vous, docteur Mailly, je vous ai à l'œil, ne donnez pas la réponse. Comment se nomme la peur de l'insomnie? L'arychophobie, l'opniaphobie ou la dysmophobie? Pas facile. La Alors là, dysmophobie, Eric je dirais. Farfour, je Ah, vous moi, je sens dirais- complètement... Ouais, perdu. Mais je vous dirais l'opniaphobie comme ça. Je sais pas, il y a opnia, hypno, je sais pas. Ça me, Ah ouais. voilà, ça, Ah ouais. ça me parle. Ça me parle. Et vous, docteur Rodikine, Pareil. aussi? Oui, pourquoi pas? Ça me Ah. plaît bien. Ouais, Et j'ai vous, influencé docteur tout. Moi, Mailly? je voulais dire la dysmophobie pour changer. Ah, parfait. Bah, vous avez eu tort de changer. Vous aviez la bonne réponse. La peur de l'insomnie, c'est effectivement l'opniaphobie. Tout à fait. On poursuit avec une question. Bon, je pense que les phobies, là, on a fait le tour. Hein, donc, on passe à autre chose. Un petit pourcentage, parce qu'on aime bien les chiffres aussi ici. Quel est le pourcentage de gens qui ont des rots intempestifs en France? Bon, il y a une étude qui a été faite. Et de cette étude est dire sorti de but un en blanc. Vous ne Ah, nous proposez pas pas de de chiffre. Allez-y, allez-y. 10%. Ah, je peux vous aider, si vous voulez. 3%. Allez, je peux vous aider. 1,5, 4,5 ou 7,5? Non, 1,5 quand même, non? Non, c'est- Ouais, ça me... 1,5. ouais, un demi aussi, ouais. 1,5? Ah, docteur Rodikid? Carrément. Ouais. Ah bon, vous êtes entouré de gens qui ont des problèmes? Eh bien, la réponse, c'est 1,5. Voilà, suite C'est à quand cette même, hein, c'est étude, beaucoup quand même. 1,5 voilà, ont des rots intempestifs. La moyenne, c'est 15 par jour, hein, je crois. Ah, je C'est sais ça? Eh oui, apparemment, la moyenne, c'est On apprend 15 des par choses, jour. oui. Donc là, apparemment, ce serait beaucoup, beaucoup plus. On est très content de ne pas les avoir comme amis. C'est vrai. Merci à vous quatre pour votre participation à cette émission. Merci d'avoir répondu d'ailleurs aux questions de nos téléspectateurs. Je vous invite à envoyer vos prochaines questions pour les émissions suivantes. Ma question @lasantésurtout.com. À bientôt. À bientôt. 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 Merci. La santé surtout.